May I ask Mr. Ashley Amidon? Ashley Amidon? Madam, sorry. To join Executive Director of IWPA. May I ask Monsieur le Général Zouzou, Madame la Générale Zouzou, non, directeur de cabinet du ministère des Eaux et Forêts, conservateur général de la République de Côte d'Ivoire. Madame, merci, bienvenue. Monsieur Georges Moncharou, directeur de la coopération et ministère des Forêts et de la Faune de la République du Cameroun. Monsieur Georges Moncharou, merci, bienvenue. Et je voudrais aussi inviter Monsieur Jean-Marie Toutoumé, secrétaire général de l'UFIGA, syndicat professionnel gabonais. Bonjour monsieur, bienvenue. Merci beaucoup. Nous allons prendre une chaise supplémentaire puisque nous avons un invité supplémentaire. Hop. And finally, I would like to extend an invitation to Mr. Li Peixin, Director of Markets of the Shanghai Timber Industry Association. And that would be... Okay, you arrived. Thank you very much. Sorry, that was not on my radar. Welcome, everybody. I will speak in English, but also in French, as you've seen me here. You've understood that the topic of the day is adaptability and flexibility. Let's start with the same question we asked the panelists. Ashley, were you surprised by the announcement, and what does it mean to you? I was very surprised. I have given quite a few presentations on the EUDR over the last several years, simply because it's been a topic of global interest. And I will be honest, up until a couple weeks ago, I was telling audiences in my presentations not to count on a delay. I think we saw a lot of concerted effort from producer countries over the last several years, and I include the US in that in some cases, to pressure the EU, to try to convince the EU, to educate the EU on all of these concerns. And it felt like really only within the last couple months, when you had member states and internal parties to the EU that started to raise those same concerns, that it seemed like there was headway being made. So I am very pleasantly surprised by the change. So what does the change mean for you and for your partners? Sure. So I'll just briefly say just a couple words about the IWPA to give you a little bit more context. We're the International Wood Products Association, and we represent an entire supply chain coming into the North American market. And so from our perspective, there are both direct and indirect impacts of the EUDR. You have the direct, obviously, for all of our members, whether in the US or abroad, that are trading with the European Union. And then, of course, you have the indirect impacts of what does this do to supply chains globally. And so from our perspective, this delay, I think, allows those supply chains, particularly for small and medium-sized enterprises, to have that flexibility to be able to comply in a way that, they can build into the supply chain versus trying to have to run things very, very quickly this year. I was paying particular interest to the last panel that was talking about the technological challenges and the need for API and an internal IT. I have members that are 3 people or 4 people or 10 people. They don't have IT, right? It's them doing everything. And so I think the technological challenges in particular are going to be something that is a big hurdle for small and medium-sized enterprises. So I would just end by saying I'm very pleased that we've got a little bit more time, and I'm looking forward to trade associations and EU in general doing education and hopefully helping some of these small and medium-sized enterprises understand how to use the system and ensure that there aren't too many snags come next year. Okay, so it's good for the SMEs, the very small ones, which face technological difficulties. What about the big players? Sure. So many big players, I think, have been putting a lot of resources behind complying with the EUDR. I've talked with quite a few of our larger companies. We do have some large companies that are members.
And they have expressed a lot of confidence to me, particularly on the geolocation side, simply because many large companies will own their own concessions, right? They have a more, in some cases, integrated supply chain. And so from their perspective, they feel very confident about complying. Obviously, we really won't know how well-earned that confidence is until we have to start submitting next year. But the large companies, for the most part, have been very confident. I will say the US, a lot of US companies have been very concerned about complying with the EUDR because, and I speak from personal experience, my family actually owns timber land in the southern part of the United States. It's a very different way of selling timber in the US. My father, when he harvests, will harvest a set, whatever he's decided to harvest that year, and they just sell it to whatever mill around them wants it at the gate. It's gatewood. And so that really doesn't fit well within the EUDR system requiring geolocation. That being said, the US is composed of a ton of small landholders like my father. This is very, very common. And so it's been, I think, a particular challenge for the US. The US industry very much views itself as a low-risk industry, but has struggled to conceptualize how they will comply with the geolocation specifically. So there are other associations that have done a ton of great work on this. American Hardwood Export Council, AHEC is chief among them, that are trying to figure out how to pull data from a lot of different sources to be able to provide that information, particularly to the large amounts of smallholders in the US that honestly don't understand how they're going to comply. Again, they've done a lot of work on that, and I know they are much more confident than they were a year ago, but I think this will be very helpful to have this delay. Okay, thank you very much. So big players have confidence. Let's see if that confidence pays off. A cultural component. This is a different way of doing business that what people are used to, and specifically the geolocation as one, and I expect the other panelists will also come back to that. Thank you very much, Ashley. Général, est-ce que je peux vous poser la question? Comment est vue la situation depuis la Côte d'Ivoire? Je pense que vous avez une situation qui est bien particulière. C'est pas forcément avec des questions vous n'avez pas de concession ou pas de plan d'aménagement, puisque vous avez des permis, il me semble, avec les cacaoyères. Quelle est la situation en Côte d'Ivoire et comment est vu ce recul avec la Côte d'Ivoire? Bonjour, Monsieur Garcia. Je voudrais déjà vous remercier et remercier toute l'Assemblée pour notre participation à ce forum et à ce panel. Je dois dire, pour commencer, que pour la Côte d'Ivoire qui s'est engagée dans une gestion participative et inclusive de ses ressources forestières à travers l'adoption en 2018 de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts qui vise donc à atteindre 20% de couverture forestière à l'horizon 2030, eh bien, disons que nous nous préparions déjà à marquer un peu notre entrée qui, par la suite, donc, a été accélérée par l'annonce du RDUE. Donc aujourd'hui, le délai de 12 mois de report va certainement servir à affiner notre préparation. Ce que moi je voudrais dire, c'est que nous avons commencé depuis 2013 un ensemble d'actions pour négocier la signature de l'APV FLECT avec l'Union européenne. Et finalement, cette année, en février 2024, cette signature a pu avoir lieu. Et je pense que le fait que nous ayons eu en amont, depuis 2013, nos exportateurs de bois vers l'UE qui se conformaient déjà aux exigences du RBUE, eh bien, ils ont une certaine expérience pratique de la diligence raisonnée qui certainement sera capitalisée dans la production des déclarations de diligence raisonnée auxquelles nous allons nous conformer avec l'entrée en vigueur du RDUE, effectivement. Un autre point que nous avons déjà commencé à préparer, c'est que le RDUE prévoit que le bois visé par une autorisation FLECT satisfasse donc à l'obligation de légalité. Le fait d'avoir
signer l'accord de la PVFLECT est certainement un très gros avantage pour la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire se donne les moyens actuellement de pouvoir raccourcir autant que possible le délai avant l'émission de ces premières autorisations FLECT. Donc un délai de 12 mois ne peut que nous avantager. D'accord. Mais si j'entends bien, vous étiez déjà prêt. Nous nous préparions. D'accord. Nous nous préparions, en sachant que le délai était de décembre 2024. Et donc, je veux dire, il y a certainement des aspects qui seront certainement plus affinés dans le cadre de cette opportunité d'un délai qui est reporté. Parce qu'en fait, il faut on puisse relever quand même qu'il y a des enjeux assez importants dans le cadre de la mise en œuvre de ce RDE, notamment le fait que la Côte d'Ivoire, qui a un partenariat avec les marchés de l'Union européenne, d'environ 50% de ses exportations qui sont orientées vers le marché de l'Union européenne. Donc, le fait de pouvoir sécuriser ce marché en pouvant nous conformer donc au RDE qui arrive va nous permettre donc de maintenir donc cette voie. Mais en plus, nous allons aussi, et puis je pense que c'est une bonne leçon, pouvoir voir comment diversifier aussi nos marchés pour que nous ayons toujours la possibilité de sécuriser notre filière, de sécuriser les emplois qu'elle permet de développer. Ce point-là, il ne manquera pas d'être entendu par les acteurs économiques. Hein. Juste une question. Est-ce qu'il y a harmonie entre les différentes filières en Côte d'Ivoire sur ce positionnement avec la RDE? Je veux bien. Il y a le bois, il y a le cacao. Est-ce que le discours est le même des deux côtés, entre les secteurs? Je pense que nous travaillons en synergie. Et nous l'avons commencé dès qu'il a été question justement de pouvoir, dans le cadre de la mise en œuvre du RDE et dans le cadre des produits agricoles qui entrent en ligne de compte avec le produit bois, de pouvoir justement travailler en synergie pour que nous puissions répondre aux exigences. Le secteur cacao a travaillé à faire le recensement des producteurs de la culture. Au niveau donc du bois, nous avons également préparé notre système national de vérification de la traçabilité et de la légalité du bois. Et puis, dans le cadre de la politique forestière, il faut dire que nous favorisons, nous vulgarisons aujourd'hui l'agroforesterie, que nous puissions associer la plantation d'arbres et les cultures agricoles. Et donc, les actions sont menées pour que nous puissions justement parvenir à faire entrer tous nos produits agricoles concernés par le RDE et également les produits bois concernés, que nous puissions donc répondre aux exigences du RDE. D'accord, donc là, on revoit apparaître les problèmes avec la définition de ce que c'est qu'une forêt. Est-ce qu'un territoire à vocation agroforestière est considéré et affecté par... Est-ce qu'un territoire à vocation agricole ou agroforestière peut aussi rentrer et être considéré comme une forêt dans les... L'intervenant précédent avait déjà mentionné qu'est-ce qu'une forêt et qu'est-ce que la dégradation. Là, on est encore en limite de définition des concepts. Très bien. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais maintenant me tourner vers M. Mouncharu. Donc, la situation au Cameroun, elle est aussi intéressante, elle est particulière. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la réponse du gouvernement camerounais à ce report? Et qu'est-ce que cela a à voir avec les questions de la certification et comment la certification est utilisée et conçue par le gouvernement comme un levier d'action sur le territoire? Merci d'impliquer le Cameroun dans cette réflexion. Commençons d'abord par la certification. Je crois qu'il faut qu'au niveau du Cameroun, nous mettons la ressource forestière comme levier de développement. Et nous pensons que l'État doit être fortement responsabilisé dans ce mécanisme de gestion durable des forêts et que la certification, maintenant, l'État doit même mettre en place le processus de certification. Et c'est comme ça que nous avions conçu les relations que nous avions avec l'Union européenne lorsque nous signions l'APV, qui était pour nous un mécanisme de certification officielle de tous les aspects de gestion durable des forêts. Donc, pour nous, nous ne voyons pas d'un mauvais œil les autres pans de certification, mais nous pensons que pour nous, il faut passer par la certification nationale
la certification des États, qui est le résultat d'une discussion avec l'Union européenne à travers les APV pour essayer maintenant d'accompagner ces différents processus. Un peu à la façon de ce que l'Indonésie a proposé comme alternative à la RSPO, avec son ISPO, Indonesian Sustainable Oil Palm. C'est quelque chose comme ça que vous Oui, c'est ce que nous avons fait. Et puis, à partir de cela, le ministre vous a dit ici dans son discours de circonstances, nous avons pu développer un système informatisé de gestion de l'information forestière de deuxième génération et qui comprend 18 modules qui nous permettent aujourd'hui, dans un premier temps, de dématérialiser les procédures. Je pense que dans le bassin du Congo, nous sommes parmi les premiers pays où les procédures en matière de gestion forestière sont complètement dématérialisées. Vous n'avez plus besoin de venir au niveau des services forestiers pour avoir un quelconque papier. À partir de l'endroit où vous vous trouvez, à travers une application, vous avez toutes les informations, vous avez besoin de tout et vous avez toute la documentation nécessaire sans nécessairement que vous soyez en contact avec les services forestiers. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la proportion d'acteurs qui, eux, ne sont ni dans les certifications marché, ni dans ce système de certification nationale? Comment eux se préparent à la mise en place de cette réglementation? Bon, nous ne pouvons pas, puisque nous n'en exigeons pas. La certification privée est volontaire chez nous. Donc, celui qui veut, il pratique la certification privée. Elle concerne beaucoup plus les marchés. Et pour nous, notre SIGIF nous permet d'avoir des réponses en termes de traçabilité, en termes d'origine du bois, en termes de légalité. Et tout le monde s'aligne là. Et puis maintenant, si nous considérons la certification privée comme la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'une fois tu le fais, bon, maintenant, si tu veux donner une valeur un peu plus élevée, alors tu te lances dans ce processus de certification privée. Et le système national, lui, il est obligatoire ou il va être obligatoire? Il est déjà fonctionnel depuis 2021. Il est fonctionnel. Il a 3 ans d'expérience aujourd'hui. Et il est assez robuste déjà et assez éprouvé. Et la totalité des acteurs sont dedans? Oui, tout le monde est dedans. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter sur cette question avant que je passe à l'intervenant suivant, sur la position du Cameroun vis-à-vis de la RDIE? Bon, la RDIE, ce que nous considérons pour au niveau du bassin du Congo, nous pensons que ça a été une loi émotionnelle. Tout le monde a eu peur du fait que la désertification pensait... non, les changements climatiques ont mis les forêts au centre. Les processus de dégradation, on a commencé à percevoir qu'ils avançaient. Mais ce que vous connaissez aussi au bassin du Congo, le processus de déforestation, le taux est entre 0,01 et 0,33. Alors, dans un contexte pareil, est-ce que la gestion durable des forêts devrait se gérer à partir d'une telle loi? Parce que la loi aujourd'hui, nous nous questionnons, est-ce que c'est l'acheteur du bois qui est ici à Anvers qui peut garantir la gestion durable des forêts au Cameroun où moi je suis né? Parce que quand je vois un peu la RDIE, c'est qu'on a pris la responsabilité, on a mis sur des personnes. Alors, les premiers grands groupes, c'est les acheteurs. Et puis, à un moment donné, on se pose la question. Quelle est la place des pays dans ce processus? Quelle est la place des communautés locales, des peuples autochtones dans ce processus? Et j'annonce qu'en forêt, en zone du bassin du Congo, on demande à des populations très pauvres, je vous le dis, de garantir
la gestion durable sans qu'elles aient cette responsabilité véritable. Parce que la RDE, c'est qu'on a relevé, effectivement, nous comprenons, parce que, comme on dit, il y a discussion, il y a un conflit de vision. Pour nous, la forêt, c'est un levier de développement. Pour les autres, la forêt est un outil stratégique qui doit répondre à d'autres préoccupations. Et de temps en temps, lorsqu'on prend des décisions, effectivement, ça entre un peu en conflit avec nous. Et lorsque j'ai vu, hier on a discuté, on parle du niveau de référence 2020, et puis nous considérons que lorsque vous prenez le niveau de référence de 2020, on punit les pays qui ont cru à la gestion durable. Et on fait une prime de déforestation à ceux qui ont vraiment coupé pendant longtemps. Et donc, nous, on se retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de notre vision d'émergence, de nos préoccupations d'émergence, si on ne peut pas maintenant? Et je veux même vous dire, la communauté internationale s'intéresse aux peuples autochtones. Mais le moyen de sédentariser les peuples autochtones et leur garantir la propriété foncière, c'est pouvoir les amener à investir dans soit le cacao, soit... Alors, même là aussi, si on doit le faire après 2020, ça ne tient plus. Alors, tout ça, ils vont vendre ça à qui? Ces peuples autochtones. S'ils doivent s'investir aujourd'hui, s'ils doivent rester au bord des machins et s'ils doivent créer des cacaoyers, ils vendront ça à qui? Puisque ce n'est pas éligible quelque part. Donc, on retrouve la notion de diversification aussi. Voilà. Et donc, vous posez la question, la forêt comme levier de développement ou bien la forêt comme réponse à la crise climatique et à la question de la biodiversité? C'est ça le conflit de vision. Et la notion de responsabilité. Oui. Est-ce que c'est à l'acheteur de garantir? Est-ce que c'est aux gestionnaires ou au peuple qui vivent de garantir? Et moi, je vous poserai tout simplement la question, mais elle va rester sans réponse. Est-ce que ce n'est pas plutôt une alliance entre les peuples, les gouvernements, les producteurs et les acheteurs de faire en sorte que les conditions soient garanties? Merci pour votre intervention. Allons voir comment se passe la situation au Gabon. Monsieur Ntoutoumé, est-ce que vous pouvez nous dire justement, au Gabon, la situation est un peu différente. Comment est-ce que vous prenez l'annonce du report et étiez-vous prêt? Serez-vous mieux prêt? Merci monsieur. Merci de donner la parole à l'UFIGA. Bon, je pense que c'est simplement un rendez-vous reporté pour le Gabon. C'est un rendez-vous reporté puisque vous savez que le Gabon a très tôt pris des positions claires en ce qui concerne les objectifs de développement durable. Au Gabon également, puisqu'aujourd'hui on parle de déforestation, vous savez que le Gabon a un plan national d'affectation des terres. En dehors du plan d'affectation des terres, vous avez les parcs nationaux qui ont été créés, les aires marines. Dernièrement, on travaillait sur la loi climat. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au Gabon en matière de climat, en matière de gestion de l'environnement, en matière de gestion durable. Le Gabon, en 2010, a décidé d'interdire l'exportation du bois sous forme de grumes au profit d'une industrialisation de la transformation du bois. Et en 2018, le chef de l'État, à l'époque, a décidé d'engager tous les opérateurs vers la certification. Donc, c'est un rendez-vous reporté pour nous, une opportunité de montrer qu'il y a certains opérateurs au Gabon qui n'auraient pas eu du mal à remplir les cases. Je parle ici des sociétés membres du FIGA. D'ailleurs, il faut le souligner, l'UFIGA a décidé au courant de l'année 2023 de concentrer essentiellement les opérateurs engagés en matière de certification. Donc aujourd'hui, l'UFIGA, c'est 16 adhérents, tous engagés en matière de certification, tous rodés à l'exercice de la due diligence. Donc, les questions qui sont abordées ici,
les problématiques qui sont annoncées par la RDUE, je pense que, en tout cas, pour ce qui concerne les membres de l'UFIGA, on n'aurait pas eu de mal. Faut également souligner que nous travaillons beaucoup avec l'administration. On était rendu à un certain niveau puisque il y a une plateforme du nom de Gabon Tract qui aurait permis, parce qu'on travaille sur la dématérialisation des procédures de suivi des activités. Et donc Gabon Tract est un outil qui permet aux opérateurs qui disposent d'un système de gestion de leurs activités, un système de gestion propre, de transmettre, de communiquer leurs informations à l'administration principale, donc l'administration des eaux et forêts. Voilà, donc il y a du chemin qui a été fait au niveau du Gabon. Et vous le savez, tout à l'heure, Madame la représentante du ministre l'a indiqué, le Gabon envisage de généraliser la certification et le Gabon envisage de revoir le code forestier, donc sa loi forestière. Voilà ce que je peux dire à chaud. C'est un rendez-vous simplement reporté pour nous. Alors, dans le panel d'avant, on a discuté de mettre en valeur ceux qui avaient joué le jeu, ceux qui étaient déjà prêts, ceux qui ont pris des démarches pour s'assurer. Ce que j'entends, c'est que vos opérateurs sont dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour que ceux qui ont joué le jeu, ceux qui sont déjà prêts, soient valorisés et ne soient pas perdants? Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, je viens de le dire à l'instant, moi je suis plutôt préoccupé par ceux qui ne sont pas certifiés au regard des positions affirmées par l'administration des eaux et forêts et donc par le gouvernement et l'État gabonais. L'État gabonais envisage de généraliser la certification. Donc ceux qui ne sont pas engagés, bon, je pense qu'il faut qu'ils saisissent cette seconde chance, on va le dire comme ça, les 12 mois supplémentaires pour déjà essayer de rattraper leur devancier. Donc, une deuxième chance, en fait. Une deuxième chance à ceux qui n'y sont pas. En tout cas, pour ce qui concerne le Gabon. Au Gabon. Si la loi forestière évolue et généralise la certification, je pense que ceux qui ne sont pas engagés n'auront pas de choix que de le faire. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Mr. Li Pei-Shin, can I turn to you? We saw already at the moment where the EU timber regulation, UTR, was in place, we saw a movement of the flow of timber that was coming straight to Europe, going to China. So how is this new regulation perceived? And more importantly, how is this report perceived and understood from the sector that, which I think is very specific? It's a Shanghai Association of Timber Industries. Caroline? C'est quel channel? Quel channel? Demande quel channel il faut mettre que je lance. We are asking what channel to make sure that everybody can follow, and I ask you for your patience. Channel 3 for the translation.
Channel 3 for the translation. Chaîne 3 pour chinois, chaîne 1 pour anglais. Donc je vais commencer du début. Dans le caractère chinois du bois, ça inclut un élément humain. Donc l'être humain existe dans le bois. Les gens ne peuvent pas vivre sans le bois et vice-versa. Donc en termes de la récolte de bois et le fait de rendre le bois légal, depuis 2007, notre gouvernement a banni la récolte de certains bois. Donc les bois sont replantés en bois, donc on importe des espèces, des bois tropicaux. Nous avons observé un décroissement d'importation. Donc je vais partager des statistiques. Enfin, je l'ai fait en 2022. L'application pour les forêts artificielles excède 130 millions de mètres cubes. Donc c'est un chiffre impressionnant. En 2023, nous avons importé seulement 77 millions de mètres cubes de bois. Donc en termes de l'application du bois, il y a une grande différence entre les forêts artificielles et la ressource naturelle. Et ceci a des implications pour le EUDR et la certification. Mais en Chine, nous utilisons beaucoup de contreplaqué. Mais pour les bois de surface, nous avons besoin de matériaux justes pour produire les sols. C'est ce que nous avons besoin en Chine. Donc pour les prochaines années, nous espérons voir plus de bois légal exporté vers la Chine. Nous sommes heureux de les importer. En termes des récoltes de ces bois, c'est également important de planter et de récolter. Donc je pense que l'EUDR a un rôle important dans le développement durable de cette économie circulaire. Donc je pense que ce forum est une opportunité excellente pour avoir plus de discussions à ce sujet. Thank you very much. One of the big changes, un des gros changements one of the big changes between the EUDR and the entre le RBUE et le RDUE, RTE, is the fact that it's the final product that will be affected by the policy, and therefore somebody who imports timber from a production country, transforms, and then sells to the EU still needs to do the due diligence. How are you preparing for this? Donc d'abord, en termes de matière, la matière bois, nous devons contrôler son origine. En termes de la commodité du bois qui doit être utilisé pour produire des sols, des bois pour les murs, pour les vitres. Nous avons besoin d'imposer des systèmes punitifs pour certains pays. Est-ce que vous pouvez, can you say something about the geolocalization, which I think in China has a specific status? En Chine,
il est interdit de récolter des forêts naturelles. Donc nous devons suivre la politique imposée par le gouvernement parce que ça prend du temps pour que les arbres et les forêts, pour qu'elles puissent croître. Donc alors, comment contribuer à la durabilité des forêts? Pour les prochaines 10 années, nous aurons des pratiques plus matures et des pratiques plus élaborées pour récolter des forêts créées par les hommes. Et pour le bois utilisé pour les sols, nous utilisons uniquement des matériaux importés, parce que les bois durs sont uniquement utilisés pour les bois de surface. Il faut que ça soit importé surtout des États-Unis ou de l'Union européenne. Et en termes de bois tropicaux, les importations sont en train de décroître. Nous importons également du bois de l'Asie sud-est. Parce que cela concerne des pratiques de récolte très compliquées et ces pays doivent contribuer aux efforts faits en termes de déforestation dans le monde entier. And one last question, if you allow. One more year, what does it change for you and for your partners? Je vais communiquer cette nouvelle décision à nos entreprises membres. Pour ces entreprises qui produisent des bois tropicaux, ils vont mieux comprendre grâce à ce délai supplémentaire d'un an. Donc comment ils peuvent légalement importer du bois vers d'autres pays, c'est également très important. Thank you very much. Si nous faisons un peu le bilan sur ce que les panélistes ont proposé, donc nous avons entendu parler que c'est une opportunité, nous avons entendu parler du fait que, notamment pour les petits acteurs, ça va leur donner une opportunité de se mettre à jour, de travailler sur les questions technologiques. On a entendu dans le panel d'avant que ce n'était pas compliqué, mais que ça prenait du temps. On a vu des positions assez diversifiées en fonction des pays, des différents pays. On a eu des pays qui depuis 10 ans négocient pour se mettre en accord et en construisant ce partenariat. On a vu une remise en cause en fait du sens de cette réglementation et de comment se construit en réalité le partenariat. On a vu aussi, et on voit donc comment les grands acteurs à l'extérieur de l'Union européenne se mettent en ligne et reçoivent ce délai supplémentaire qui, pour l'instant, dans presque tous les cas, apparaît comme une bouffée d'oxygène dans un changement qui était soit, dans le meilleur des cas, préparé, mais sinon qui serrait un peu à la gorge les différents intervenants. Nous avons la place pour 2 ou 3 échanges avec la salle. Je vois une main. Ce que je vous demanderai, c'est de vous présenter et peut-être pas de justifier le sens de la question, mais tout simplement d'aller à la question afin que les panélistes puissent la prendre en compte. Est-ce qu'on a des micros dans la salle? Caroline, merci. Donc le micro va arriver. Bonjour, je représente l'EMEX, qui est l'association des exportateurs de bois de l'État du Pará au Brésil. On a écouté attentivement la position de nos confrères africains et chinois.
Je pense que ce n'est pas une bonne décision de retarder encore une année ce qui était prévu pour commencer au 1er janvier l'année prochaine. Je pense, et c'est à mon avis ce qui va arriver dans notre association, le Brésil a depuis une bonne dizaine d'années pris le chemin des concessions forestières qui n'existaient pas. Ces concessions forestières aujourd'hui sont toutes certifiées et on n'a plus aujourd'hui d'exportation de petits lots de terre de 100 hectares ou 200 hectares par rapport à des produits finis qui sont exportés par le Brésil. Donc, je pense que difficilement au Brésil, les petits producteurs exporteront en Europe. Je pense qu'ils exporteront peut-être sur la Chine, sur le Japon ou sur d'autres pays, mais pas sur l'Europe. Je pense que la valorisation des produits au Brésil va se faire justement par cette nouvelle réglementation en Europe. Je pense que c'est d'ailleurs le partenariat que nous avons avec nos clients. Et depuis maintenant 2 mois, tous nos clients nous demandent, attention, si les bois arrivent à partir du 1er janvier, il nous faut tous les papiers pour le RBU. Et on leur répond très gentiment, vous aurez tout ce que vous voulez, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut, de toute façon. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de mal au niveau de la localisation géopolitique, enfin géographique, au niveau des concessions, au niveau des rendements, etc., des bois, nous avons tout ce qu'il faut. Le reste, c'est à vous de nous dicter, et de dicter aux pays africains et aux pays asiatiques aussi, ce que vous voulez au niveau de ces documents, quoi, parce que nous, on fournira tous les documents que vous voulez, mais à partir du moment où on sait ce que vous voulez. Voilà la position, à mon avis, du Brésil. Donc le point que vous soulignez, c'est que jusqu'à très récemment, il n'y avait pas encore de clarté sur ce qui devait être fourni. Mais il n'y a toujours pas. Si quelqu'un aujourd'hui est capable de me dire ce que vous avez besoin comme document pour entrer des bois en Europe au 1er janvier, qui sera d'ailleurs au 1er janvier l'année d'après, vous me le présentez et je vous dirai tout de suite si c'est. Il faut parler aux douanes, il faut parler à ces gens-là. C'est pas nous qui. C'est vous qui allez déterminer cela. Hein. J'ai l'impression que ce n'est pas une question que vous adressez aux panélistes, non, mais c'est un complément d'un point de vue du Brésil qui n'est pas. C'est la position du Brésil. Comme la TIBT est très africaine, on met un peu d'Amérique du Sud au milieu pour améliorer un peu la sauce. Voilà. Merci. Donc, il n'y a pas eu de questions aux panélistes, mais je me demande si certains d'entre vous souhaiteraient réagir pour rebondir sur l'intervention. Non, c'était... Yes, Ashley, please. It's not. There it is. I would agree that there's been a lot of confusion, I think, particularly in producer countries, on what type of documentation is going to be needed throughout the supply chain. And it's something that I know we've heard from a lot of our members, is that lack of clarity, both from the EU, but also I think from further down the supply chain. You know, if you're further back, what are people 3 steps from you going to need? What are they going to want? And more than that, something I'm just interested in strategically is what does that mean for the state of global supply chains 2 or 3 years from now? Because the EU reaches into a lot of places. And if some of that documentation, some of that information, the geolocation, if that becomes expected for specific products, does that then ripple out and create a essentially global standard that is required if you're trading into the EU, but maybe strongly recommended or individually by company required? So I think it's going to be honestly very interesting once those questions, to the gentleman's point, are finally answered. Thank you very much. I see at least 1 more question, 2 more questions. Oui, merci Claude. Un petit complément sur ces questions de liste de documents qui est très attendu. Il faut avoir bien conscience que la Commission européenne ne donnera pas de liste dans les guidance. Il ne faut pas attendre de liste précise de documents. C'est aux opérateurs et donc je dirais à leurs fédérations ou aux organisations comme la TIBT de définir ensemble quels sont les documents qui nous semblent les plus pertinents, quelles sont celles qui peuvent apporter toutes les garanties par rapport aux exigences du ADUE. Et il faut se rendre compte qu'après,
c'est de la sensibilisation auprès des autorités compétentes pour leur expliquer que ces documents sont ceux qui sont les plus pertinents par rapport au règlement. Donc c'est à nous de travailler dessus. Nous, à la TIBT, nos membres ont déjà travaillé sur des listes de documents en fonction des pays, en tout cas du bassin du Congo. On va essayer d'en faire une brochure, mais ça doit venir de nous, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas attendre quelque chose de la Commission. C'est prévu dans les textes que ça vienne des opérateurs. C'est pas prévu, c'est que rien n'est prévu, donc c'est à nous de montrer le niveau en fait. Donc c'est une opportunité à saisir. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Je prends une intervention, monsieur le directeur des forêts, s'il vous plaît. Bien, je salue la salle, je salue tout le monde, je salue la ITBT et je salue aussi les panélistes. Je suis Benjamin Tohiram Beba Mouninga, je viens de l'RDC, je suis le secrétaire général à l'environnement en charge des forêts. Mais j'ai un petit souci. Le souci avec ce que je viens d'écouter de notre ami de la Chine, que leur politique, c'est d'avoir moins de bois qui devraient venir et surtout des pays comme le nôtre. Or, chez moi, en RDC, la plupart des exploitants, ce sont des Chinois. Et si j'ai une bonne mémoire, et ce n'est pas un problème que je vais créer, mais je trouve que la plupart des Chinois qui sont chez moi, les exploitants, ont difficile de respecter les lois de la République. Ça, c'est un. De deux, ils ont aussi une capacité de faire ce qu'ils pensent, même en termes de la déforestation. Alors, maintenant, vous décidez, parce que c'est des exploitants que j'ai, en tout cas les 3/4, ce sont des Chinois. Et que vous dites, aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Mais chez vous, ils respectent la loi. Mais quand ils sont dehors de la Chine, dans mon pays par exemple, c'est difficile de respecter la loi. À ce moment-là, quelle est la politique que vous, la Chine et la RDC, je parle de la RDC, nous pouvons faire ensemble pour que les exploitants chinois puissent observer la loi, parce que chez nous, on fait un effort pour qu'ils respectent la loi, mais c'est difficile. Monsieur le secrétaire général. Alors, je lui pose la question quelle est la politique que nous pouvons définir ensemble avec lui pour que nous puissions répondre à ces marchés et aussi à d'autres produits qui peuvent venir aller au niveau de l'Union européenne. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Juste une précision, monsieur le panéliste, monsieur Li Peixin, ne parle pas au nom de la Chine, ne représente pas la Chine. Il représente la Shanghai Timber Industry Association, ce qui est une institution, un organisme bien particulier. Donc j'ai bien peur qu'il ne puisse pas, en fait, répondre à la question et à la demande que vous soulevez. Mais je pense qu'elle est bien légitime et elle va nous permettre de faire le lien avec l'intervention de monsieur le ministre qui disait où est le partenariat entre les producteurs, entre les gouvernements des pays producteurs et entre l'Union européenne et les acheteurs. Je vois une intervention et après nous allons devoir clore cette discussion pour passer à la table suivante. Encore merci pour votre intervention. Merci. Non, je voudrais quand même revenir sur l'intervention du secrétaire général pour indiquer qu'à l'UFIGA, nous avons des opérateurs européens et des opérateurs asiatiques engagés en matière de certification. Je voudrais aussi indiquer qu'il y a un certain nombre d'initiatives en cours, puisque je reviens à peine de Macao, où l'État chinois, nous avons entendu, l'État chinois est décidé à œuvrer à améliorer la réputation des bois qui entrent sur le marché asiatique.
vraiment, je voudrais rassurer Monsieur le secrétaire général que bien au-delà de ce qu'on pense, non seulement la Chine n'a pas l'intention de se passer des bois tropicaux, mais la Chine veut travailler avec intensité à améliorer la réputation des bois qui rentrent dans le pays. Donc tout cela pour dire que la Chine est aux côtés des autres nations pour atteindre les objectifs de développement durable. Merci beaucoup pour cette clarification. Je pense que la notion, on disait, c'est que pour une fois, cette réglementation va de la source au produit fini, nécessite la coopération et la collaboration de tous les partenaires sur la chaîne de valeur, ce qui est une différence peut-être avec ceux qui se faisaient jusqu'à présent. En tout cas, ce que l'on retient de cette table ronde, autant la table ronde avant, elle a dit, on a du temps supplémentaire, ne prenez ça comme une opportunité pour vous asseoir, mais au contraire, avancez. Ici, ce que l'on voit, c'est que c'est une opportunité bienvenue, que les points de vue sont différents en fonction de la place dans les acteurs, mais on retombe tous sur la nécessité de construire le partenariat. Et on a vu que par le passé, ces partenariats ont pu prendre 10 ans de négociation. Mais ce sont des partenariats qui doivent être construits. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. Et ce que je vous propose, c'est de prendre juste 3 minutes de break, le temps que les autres panélistes puissent se mettre en place. Merci beaucoup.